Chapitre 31. Des vagues successives de barbares vociférants escaladèrent des cordes et des échelles une bonne partie de la matinée. Ils découvraient chaque fois que seule une mort terrible et glaciale les attendait, sous les coups violents des épées et des tulevars des défenseurs. Ils s'écrasaient sur les rochers en hurlant, ou mouraient piétinés par les combattants sur les remparts. Côte à côte, Satulise et Draenei semèrent la mort chez les nadirs. Tenant l'épée d'Aegle à deux mains, Rek pourfendait à tour de bras, se taillant un chemin dans les rangs nadirs comme s'il s'était servi d'une faux. Derrière lui, Joachim se battait avec deux épées courtes, tel un tourbillon mortel. En dessous, les hommes d'Oryn étaient lentement repoussés dans la section la plus large du tunnel, mais les nadirs payèrent cher chaque centimètre gagné. Oryn intercepta une lance et retourna un coup de taille dans le visage du guerrier. L'homme disparut dans la masse grouillante, et un autre attaquant prit sa place. « Nous ne pouvons plus tenir !» hurla un jeune officier sur la droite d'Oryn. Oryn n'eut pas le temps de répondre, car tout d'un coup, le nadir de tête hurla d'horreur et recula contre ses camarades. D'autres suivirent son regard en direction de la sortie du tunnel, derrière les défenseurs Draenei. Un espace se creusa entre les Draenei et les nadirs, et s'agrandit encore, tandis que ces derniers tournaient les talons pour s'enfuir dans le terrain vague entre Valthérie et Guédon. « Par tous les dieux de Misaël !» dit l'officier. « Que se passe-t-il » Oryn se retourna et vit ce qui avait rempli d'effroi les nadirs. Derrière eux, dans l'obscurité du tunnel, se tenait Druss la légende et les 30. Et avec eux, un grand nombre de guerriers défunts. Druss avait sa hache dans les mains. La joie de la bataille se lisait dans ses yeux. Oryn déglutit et passa sa langue sur ses lèvres. Au bout de 3 essais, il réussit à ranger son épée dans son fourreau. « Je crois que nous devrions les laisser défendre ce tunnel, » dit-il. Les survivants s'agglutinèrent derrière lui, et il se dirigea vers Druss. Les défenseurs fantomatiques ne parurent pas les remarquer. Leurs yeux étaient fixés sur l'entrée du tunnel tout au bout. Oryn essaya de parler à Druss, mais le vieil homme avait le regard rivé au loin. Quand Oryn tendit la main pour toucher le capitaine, elle ne rencontra rien, seulement de l'air froid, très froid. « Retournons sur le mur, » dit-il. Il ferma les yeux et marcha en aveugle dans les rangs des esprits. Parvenu à la sortie, il tremblait. Les autres hommes avec lui ne disaient rien. Personne ne regarda en arrière. Il rejoignit Rek sur le mur, et la bataille continua. Quelques instants plus tard, au cours d'une petite accalmie, Rek hurla. « Que se passe-t-il dans le tunnel ?»« Druss est là !» répondit Oryn. Rek se contenta d'opiner du chef, et se retourna pour affronter de nouveaux nadirs qui franchissaient les remparts. Flécheur, armé d'une épée courte et d'un petit bouclier, se battait aux côtés d'Ogun. Moins habile à l'épée qu'à l'arc, il n'en était pas moins un guerrier redoutable. Ogun para un coup de hache, mais son épée se brisa. La lame de la hache lui fracassa l'épaule et s'enfonça dans sa poitrine. Il enfouit son tronçon d'épée dans le ventre du nadir et tomba avec lui sur le sol. Une lance jaillit et se ficha dans le dos du général qui tentait de se relever. L'épée de flécheur éviscéra le lancier, mais d'autres nadirs surgirent, et le corps d'Ogun se perdit dans la mêlée. Au niveau de la tour des portes, Joachim Satuli tomba, un javelot dans le flanc. Rek entreprit de le porter derrière les remparts, mais il dut l'abandonner, car les nadirs avaient presque réussi leur percée. Joachim agrippa le javelot à 2 mains. La sueur coulait sur son front. Il examina sa blessure. La pointe avait traversé sa hanche droite et percé la peau de son dos. Il savait que la tête était dentelée et qu'il ne pourrait pas la retirer. Il agrippa la hampe plus fermement, roula sur le côté et enfonça la lance dans la plaie jusqu'à ce que la tête ressorte entre ses reins. Il resta évanoui pendant plusieurs minutes, mais le doux contact d'une main le réveilla. Un guerrier Satuli nommé Andissim était à ses côtés. « Retire la tête de la lance !»
siffla Joachim. Vite! Sans broncher, l'homme sortit sa dague, et aussi doucement que possible, il sépara la tête de la hampe. Et ce fut fait. À présent, Murmura Joachim. retire-moi la lance. Debout au-dessus de lui, l'homme dégagea la lance le plus lentement qu'il put, tandis que Joachim gémissait de douleur. Le sang gicla, mais Joachim déchira sa robe et colmata la blessure, permettant à Anne d'Issim de faire la même chose dans son dos. Aide-moi à me relever Ordonna-t-il. et va me chercher un tulvar. Derrière les murs d'Eldibar, dans sa tente, Ulrich regardait se vider un énorme sablier. Derrière lui traînait le parchemin qu'il venait de recevoir du Nord ce matin. Son neveu, Jahingir, s'était autoproclamé Khan, seigneur du Nord. Il avait tué le frère d'Ulrich, Tsubodai, et s'était emparé de sa maîtresse, Asita, comme otage. Ulrich ne pouvait pas lui en vouloir, et n'éprouvait donc nulle colère. Sa famille était née pour régner. Un sang pur coulait dans ses veines. Mais il ne pouvait plus s'attarder ici, et c'était pour cette raison qu'il avait sorti le sablier. Si le mur n'était pas tombé quand le sable aurait fini de s'écouler, il repartirait dans le nord avec son armée, afin de reconquérir son royaume, et il reviendrait un autre jour s'emparer de Drosdelnock. Il avait appris que Drus défendait le tunnel, et avait haussé les épaules. Une fois seul, cela le fit sourire. Ainsi donc, même le paradis ne peut te tenir à l'écart d'une bataille, vieil homme. À l'extérieur de la tente, 3 hommes munis de corps gigantesques attendaient son signal. Et le sable coulait. Sur le mur de Guédon, les nadirs réussirent une percée sur la droite. Rek cria à Aurine de le suivre et se tailla un chemin le long des remparts. À gauche, de plus en plus de nadirs prenaient pied sur les remparts. Les Draenei reculaient et se laissaient tomber sur l'herbe pour se regrouper. Les nadirs déferlèrent. La journée était perdue. Satulis et Draenei attendaient, l'épée à la main, tandis que les nadirs se rassemblaient devant eux. Flécheur et Aurine se tenaient auprès de Rek, et Joachim Satuli les rejoignit en boitant. « Je suis content que nous t'ayons offert qu'une journée !» Grogna Joachim, en resserrant le bandage maculé de sang qu'il avait au côté. Les nadirs s'étalèrent devant eux, et chargèrent. Rek s'appuya sur son épée. Il respirait difficilement, et essayait de concentrer ce qui lui restait d'énergie. Il n'avait plus la force ou la volonté d'entrer dans une rage berserk. Toute sa vie, il avait craint cet instant. Et maintenant qu'il était arrivé, cela n'avait pas plus d'importance que de la poussière jetée sur l'océan. Péniblement, il reporta son attention sur les guerriers qui chargeaient. « Je me disais un truc, mon vieux, » marmonna Flécher. « Est-ce que vous croyez qu'il est trop tard pour se rendre ?» Rek se fendit d'un large sourire. « Un petit peu, » répondit-il. Ses mains se refermèrent sur la garde de son épée. Il donna un coup de poignet, et la lame siffla dans les airs. Les premiers rangs des nadirs étaient à moins de 20 pas, quand le son du cor résonna dans toute la vallée. La charge ralentit et s'arrêta. Séparés par moins de 10 pas, les 2 camps écoutaient l'appel insistant. Ogazi jura et cracha, rengainant son épée. Son air renfrogné rencontra les yeux étonnés du comte de bronze. Rek retira son aume et planta son épée dans le sol devant lui, comme Ogazi venait à sa rencontre. « C'est fini !» dit-il. Il leva le bras et fit signe aux nadirs sur les murs, et se retourna. « Mais sache ceci, espèce de bâtard aux yeux ronds! C'est moi, Ogazi, qui ai tué ta femme !» Il fallut quelques secondes à Rek pour enregistrer ces mots. Il prit une grande inspiration et retira ses gantelets.
Est-ce que tu crois qu'au milieu de tous ces combats, cela a une quelconque importance, dit Rek, de savoir qui a tiré une flèche? Tu veux que je me souvienne de toi? Très bien. Tu veux que je te haïsse? Je ne peux pas. Peut-être demain, l'année prochaine, peut-être jamais. L'espace d'un instant, Ogazi resta sans rien dire. Puis il haussa les épaules. « Cette flèche t'était destinée !» déclara-t-il, la fatigue l'enveloppant comme une cape sombre. Tournant les talons, il suivit les guerriers qui s'éloignaient. Ils descendirent silencieusement le long des échelles et des cordes. Personne ne passa par le tunnel. Rek défit son armure et marcha lentement vers l'entrée du tunnel. Venaient à sa rencontre Drus et les 30. Rek leva la main en guise de salut, mais un coup de vent souffla. Les guerriers s'évanouirent en fumée et disparurent. « Au revoir, Drus, dit-il doucement. Plus tard ce soir-là, Rek fit ses adieux au Satuli et dormit plusieurs heures, espérant un nouvel entretien avec Virae. Il se réveilla frais, mais déçu. Archin lui apporta de la nourriture, et il mangea avec Flécheur et Aurine. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Calvarcine et ses aides-soignants avaient trouvé le corps d'Ogun, et le chirurgien travaillait d'arrache-pied pour sauver les centaines de blessés qu'on apportait à l'hôpital de Gaidon. Rek se dirigea vers sa chambre aux alentours de minuit et retira son armure. Puis il se souvint du cadeau de Serbitar. Il était trop fatigué pour s'en occuper maintenant, mais comme le sommeil ne venait pas, il se leva et s'habilla. Il décrocha une torche du mur et se dirigea vers les souterrains de la forteresse. La porte de la salle des gueules était de nouveau fermée, mais comme auparavant, il put l'ouvrir sans effort. L'intérieur s'illumina, tandis que Rek posait la torche contre le mur pour entrer dans la pièce. En voyant le bloc de cristal, il eut le souffle coupé. Virae était allongée à l'intérieur. Il n'y avait aucune marque sur son corps, pas de blessure de flèche. Elle était étendue là, nue, paisible, flottant dans le cristal. On aurait dit qu'elle dormait. Il avança jusqu'au bloc et passa la main à travers pour la toucher. Elle ne remua pas, et son corps était froid. Il se pencha et la leva pour aller l'allonger sur une table à côté. Il retira sa cape et l'emmitoufla dedans. Puis il la prit à nouveau dans ses bras. Récupérant la torche, il retourna à pas lents dans sa chambre. Il convoqua Archin, et le vieux serviteur pâlit en voyant la silhouette de la femme du comte. Il regarda Rek dans les yeux, puis par terre. « Je suis désolé, monseigneur. Je ne sais pas pourquoi l'homme aux cheveux blancs a placé son corps dans le cristal magique. »« Que s'est-il passé ?» demanda Rek. « Le prince Serbitar et son ami l'abbé sont venus me voir le jour où elle est morte. L'abbé avait fait un rêve, disait-il. Il n'a pas voulu m'expliquer, mais il m'a dit qu'il était primordial que le corps de madame soit placé dans le cristal. Il a dit quelque chose à propos de la source. Je n'ai pas très bien compris. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas, monseigneur. Est-elle vivante ou morte? Et comment l'avez-vous trouvée? Nous l'avons installée sur le bloc de cristal et elle a lentement coulé à l'intérieur. Pourtant, quand j'ai voulu le toucher, c'était devenu solide. Je ne comprends plus rien. » Des larmes mouillèrent les yeux du vieil homme. Rek s'approcha de lui et posa une main sur son épaule osseuse. « C'est difficile à expliquer. Va chercher Calvarcine. J'attendrai ici avec Virae. » Un rêve de Vintar? Qu'est-ce que cela voulait dire? L'albinos avait dit qu'il y avait plusieurs lendemains possibles, et qu'on ne savait jamais lequel allait être le bon. Mais apparemment, il en avait vu un où Virae était toujours en vie, et il avait demandé que son corps soit conservé. Et d'une manière ou d'une autre, son corps avait guéri dans le cristal. Mais est-ce que cela voulait dire qu'elle allait vivre?
Virae, vivante! Son esprit chancela. Il n'arrivait plus à penser, et son corps était tout engourdi. Sa mort l'avait presque détruit. Et de nouveau, ici, avec elle, il avait peur de l'espoir. Si la vie lui avait appris quoi que ce soit, c'était bien que chaque homme a un point de rupture. Et il savait qu'il n'était pas loin du sien. Il s'assit sur le lit et leva la main froide de Virae. Sa propre main tremblait de nervosité alors qu'il cherchait son pouls. Rien. Traversant la pièce, il partit chercher une autre couverture et l'en couvrit. Puis il alla faire un feu dans la cheminée. Il se passa près d'une heure avant que le pas de Calvarsine ne résonne dans l'escalier. L'homme insultait ouvertement Archine. Il portait une robe bleue tachée et un tablier de cuir couvert de sang. Le chirurgien pénétra dans la chambre. « Quelle est cette folie, comte ?» gronda-t-il. « J'ai des hommes qui sont en train de mourir parce que je ne suis pas là pour les soigner. Que... » Il s'arrêta net de parler en voyant la fille dans le lit. Ainsi, le vieil homme n'avait pas menti. Pourquoi, Rec? Pourquoi avez-vous ramené son corps? Je ne sais pas, franchement. Serbitar est venu à moi dans un rêve et m'a dit qu'il m'avait laissé un cadeau. Et c'est elle que j'ai trouvée. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-elle morte? Bien sûr qu'elle est morte. La flèche lui a traversé le poumon. Examinez-la, je vous en prie. Il n'y a plus de blessure. Le chirurgien écarta les bras et lui saisit le poignet. Durant un long moment, il resta muet. « Il y a une pulsation, » souffla-t-il. « mais elle est faible et très, très lente. Je ne peux pas attendre avec vous, il y a des hommes qui meurent. Mais je reviendrai dans la matinée. Gardez-la au chaud, c'est tout ce que vous pouvez faire. » Rex s'assit à son chevet et lui tint la main. De temps en temps, mais sans s'en apercevoir, il s'endormait à côté d'elle. L'aube vint, lumineuse et claire, et le soleil levant, passant par la fenêtre occidentale, baigna le lit d'une teinte dorée. À son contact, les joues de Virae reprirent quelques couleurs, et sa respiration s'amplifia. Un léger gémissement s'échappa de ses lèvres, et Rex se réveilla instantanément. « Virae! Virae, tu m'entends ?» Elle ouvrit les yeux et battit des cils. « Virae !» Une fois de plus, ses yeux s'ouvrirent, et elle sourit. « Serbitar m'a ramené, » dit-elle, tellement fatiguée. « Dois dormir. » Elle se retourna, étreignit l'oreiller et s'endormit au moment où Flécheur poussait la porte pour entrer. « Par les dieux, c'est donc vrai ?» dit-il. Rec le fit sortir de la chambre pour aller dans le couloir. « Oui, je ne sais pas comment, mais Serbitar l'a sauvé. Je suis incapable de l'expliquer, et je me moque totalement de savoir comment. Que se passe-t-il dehors? Ils sont partis, tous. Il n'en reste pas un seul, mon vieux. Le camp est désert. Aurine et moi, nous y sommes rendus. Et tout ce qu'il reste, c'est un étendard des têtes de loup, et le corps du bourgeois Bricklin. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Non, répondit Rec. L'étendard signifie qu'Ulrich reviendra. Le corps, je ne sais pas. Je l'avais envoyé chez eux. C'était un traître. Et apparemment, il n'en avait pas l'usage. Un jeune officier arriva en courant dans les escaliers en colimaçon. « Monseigneur, il y a un cavalier nadir qui attend devant Eldibar. » Rec et Flécheur marchèrent ensemble jusqu'au mur 1. En dessous d'eux, sur un poney gris des steppes, était assis Ulrich, seigneur des Nadirs. Il était vêtu de son aume à bord fourré, d'un gilet de laine et de bottes en peau de chèvre. Il leva les yeux vers Rec qui se penchait par-dessus les remparts. « Tu t'es bien battu, comte de bronze !» cria-t-il. « Je suis venu te faire mes adieux. La guerre civile fait rage dans mon royaume, et je dois partir pour un temps. Je voulais que tu saches que je vais revenir. »« Je vous attendrai, » répondit Rec. « Et la prochaine fois, la réception sera encore meilleure. Dites-moi, pourquoi vos hommes se sont-ils retirés alors que nous avions perdu ? »
Crois-tu au destin ? Demanda Ulrich. Oui. Alors disons que c'est un coup du sort. Ou peut-être une farce ou une plaisanterie des dieux. Je m'en moque. Tu es un homme courageux. Tes hommes le sont aussi. Et vous avez gagné. Je peux vivre avec, comte de bronze. Quel homme pitoyable je serais si je ne le pouvais pas. Enfin, pour l'instant, au revoir. Je te reverrai au printemps. Ulrich salua de la main et s'en alla au galop vers le nord. Vous savez, déclara Fleischer, bien que cela puisse paraître grotesque, je crois que j'aime bien cet homme. Aujourd'hui, je serais capable d'aimer le monde entier, dit Reck en souriant. Le ciel est bleu, le vent est frais, et la vie a vraiment du goût. Qu'allez-vous faire à présent ? Je pense que je vais me faire moine, et que je vais consacrer ma vie à la prière et aux bonnes œuvres. Non, dit Reck. Je voulais dire, qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui, je vais me saouler, et ensuite j'irai courir la gueuse. Tout au long de la journée, Reck rendit périodiquement visite à Virae dans son sommeil. Elle avait de bonnes couleurs, et sa respiration était forte et régulière. Tard dans la soirée, il s'assit seul dans le petit hall pour regarder mourir le feu. Elle vint à lui dans une fine tunique verte. Il se leva, la prit dans ses bras et l'embrassa. Puis il s'installa dans la chaise et la fit s'asseoir sur ses genoux. « Les nadirs sont vraiment partis ?» demanda-t-elle. « Tout à fait. »« Reck, suis-je vraiment morte ? Cela m'a l'air d'être un rêve. Tout est flou. Il me semble me souvenir que Servitar m'a ramené pour m'étendre dans un bloc de verre sous la forteresse. »« Ce n'était pas un rêve, » dit Reck. « Est-ce que tu te souviens d'être venu me voir lorsque j'ai combattu le ver et l'araignée géant ? » Vaguement, mais ça s'efface à mesure que j'essaie de m'en souvenir. Ne t'inquiète pas, je te raconterai tout ou presque au cours des 50 prochaines années. Seulement 50 ? S'exclama-t-elle. Alors tu me quitteras quand je serai devenue vieille et que j'aurai les cheveux gris ? L'écho de leur rire résonna à travers toute la forteresse. Épilogue. Ulrich ne revint jamais à Drosdelnock. Il vainquit Jahangir au cours d'une bataille rangée dans la plaine de Gulgothir et partit ensuite avec son armée pour envahir la Ventria. Pendant la campagne, il s'écroula et mourut. Les tribus s'en retournèrent et, sans sa gouverne, l'unité nadir se brisa. La guerre civile éclata de nouveau dans le nord et les peuples des riches contrées du sud purent de nouveau respirer. Reck était devenu un héros d'Andrenan, mais vite fatigué par la vie de la capitale, il retourna à Delnoch avec Virae. Avec les années, leur famille s'agrandit de 3 fils et de 2 filles. Les fils se nommèrent Ogun, Orin et Oreb. Les filles, Susei et Bessa. Papi Oreb quitta Drenan avec sa famille pour s'installer à Delnoch, reprenant l'auberge de Musar le traître. Orin retourna à Drenan et démissionna de l'armée. Son oncle Abalaïn se retira de la vie publique, et Magnus l'Entailleur fut élu pour diriger le conseil. Il choisit Orin comme adjoint. Fleischer resta 1 an à Delnoch, puis il s'en fut en Ventria pour combattre les nadirs une fois de plus. Il n'est jamais revenu.